Alors bonjour à tous, bienvenue dans ce tutoriel qui porte sur Excel version 2013 et plus récent. Ça a été une demande qui a été faite au cours des dernières années. Généralement, par exemple, en classe et puis tout ça à l'école, on utilise beaucoup la version 2007 et plus récente de 2010, par exemple, d'Excel. Mais donc, une nouvelle version qui est sortie et si vous avez acheté un ordinateur récemment et que vous êtes muni de la suite Office, bien, il y a de fortes chances que vous soyez en possession de cette version-là. Je vais faire le topo habituel au sujet des graphiques et je vais tout simplement là, repasser les informations principales à ce sujet-là. Donc, d'une part, j'ai ici dans ma feuille de calcul les informations pour faire un graphique comme celui que vous aurez à faire dans le cadre du premier laboratoire. Ce qu'il faut noter ici, la première des choses, c'est que Excel n'est pas le logiciel avec lequel on doit faire la présentation des tableaux finaux. L'objectif d'Excel, c'est de faire des calculs, c'est de faire en sorte que on puisse obtenir les graphiques, mais au final, la présentation n'est pas tant importante. Donc, ce qu'on constate ici, c'est que d'une part, j'ai séparé les incertitudes. Donc, j'ai fait une colonne distance et j'ai fait une colonne ici incertitude sur la distance. En réalité, dans un tableau pour un rapport de laboratoire, les deux colonnes, ben, on va dire ici, étant donné que c'est tout le temps la même incertitude, ce serait positionné au-dessus de la colonne. Même chose pour l'air. Donc, ici, la donnée de l'air et l'incertitude, donc, dans la case suivante. Donc, très important de séparer ces informations-là. L'autre chose qui est importante en prévision de faire un graphique, c'est de bien s'assurer que les colonnes soient positionnées stratégiquement. Donc, lorsqu'on fait un graphique, on va sélectionner des données dans quelques instants. Il faut toujours que les données qui correspondent à l'axe des X soient dans la colonne de gauche. Donc ici, j'ai placé la distance à gauche. Donc ça veut dire que toute cette colonne-là va représenter un peu plus tard l'axe des X. Et par le fait même, donc toute la colonne qui est à droite, donc cette colonne-là ici de l'air, va représenter l'axe des Y. Donc très important. Si on avait inversé les deux colonnes, évidemment, notre graphique aurait été inversé, ça n'aurait pas été souhaitable dans ce cas-là. Donc, toujours penser, dans Excel, par défaut, la colonne de gauche représente le X, la colonne de droite, la colonne du Y. Donc, voilà pour ça. Allons-y sans plus tarder autrement et commençons donc le graphique. Vous allez voir que créer un graphique, c'est vraiment d'une simplicité déconcertante dans Excel. Donc, la première des choses qu'on doit faire, c'est tout simplement de sélectionner donc les données. Et je parle ici des deux colonnes distance et R en même temps. Et également, je ne les sélectionne pas séparément. Tout d'un coup, ensemble, voilà. Je ne sélectionne pas les titres par contre. Donc, je n'ai pas besoin de ça. Moi, tout ce que je veux, c'est les données. Donc, pour insérer un graphique, vous excuserez ici la version anglophone de Excel. J'ai fait des démarches pour avoir un ordinateur qui avait les versions 2013 d'Excel. Malheureusement, la seule que j'ai trouvée, c'était en anglais. Mais je vais traduire en même temps les termes. Donc, le positionnement des contrôles est exactement le même. Donc, il s'agit juste de traduire les termes. Donc, vous avez l'onglet ici Insertion. Et vous voyez dans le fond ici les graphiques, charts en anglais, donc en français ce sont les graphiques. Et le type de graphique que l'on veut insérer, c'est un nuage de points, donc qui en anglais s'appelle un scatter plot ou scatter chart. Donc c'est le nuage de points en français. Et nous, on veut la version la plus simple du nuage de points, donc celle qui est exempte de toute courbe ou quoi que ce soit. On ajoutera des choses par la suite. Donc voilà, on a notre graphique ici. Donc déjà là, c'est assez satisfaisant. On a notre premier graphique qui est créé dans Excel. Mais évidemment, donc, c'est pas suffisant puisqu'on veut avoir, bien sûr, d'autres éléments qui s'ajoutent, des titres et puis tout ça. Donc, c'est ce qu'on va faire à l'instant. La première des choses que je souhaite faire d'abord, c'est de déplacer le graphique. Vous avez ici une option, donc de déplacer le graphique.
Et on vous propose donc de déplacer le graphique dans une nouvelle feuille. Et c'est ce qu'on va faire. La raison est simple, c'est juste pour avoir plus d'espace pour travailler. Certains pourraient travailler à partir même de la feuille de calcul, c'est correct, mais je préfère toujours, dans le fond, envoyer ça dans un nouveau graphique, dans une nouvelle feuille, voilà, et je vais cliquer sur OK. Donc, j'ai mon graphique seul ici, et si je veux revenir tout simplement à ma première feuille de calcul. Donc, je vais cliquer sur Sheet 1 ou Feuille 1 ici en bas. Et donc, je reviens. Je m'en vais à Chart 2, donc le graphe 2 ici. Donc, voilà mon graphique. J'ai plusieurs éléments à ajouter. Donc, allons-y. Pour ajouter un élément, c'est d'une simplicité, encore une fois, déconcertante. Vous avez ici, dans le fond, Add Chart Element. En français, c'est ajouter un élément au graphique, tout simplement. Donc, il y a beaucoup de choses là-dedans, les axes, le titre des axes, le titre du graphique, des étiquettes, c'est rare qu'on les utilise, celles-là. Les barres d'erreur, on y reviendra. Le quadrillage, oui, c'est ça en français. Donc, on y reviendra également, quoiqu'il est déjà correct en ce moment. Légende, on n'a pas besoin. Les courbes de tendance, ça, on y reviendra également un petit peu plus tard. Donc, allons-y avec le titre. Le titre, dans le fond, par défaut, il nous donne un titre ici. Donc, nous pourrions en ajouter un en lien avec la première expérience que nous avons fait en laboratoire. Donc, je pourrais dire, par exemple, aire d'une surface éclairée. Donc, ça pourrait être mon titre, par exemple. Et je dois ajouter, bien sûr, des titres d'axes. Je vais faire ça à l'instant. Donc, je vais aller ici dans mon ajout. Et donc, on a des titres d'axes. Donc, on va y aller pour l'horizontale. Donc, à l'horizontale, on a la distance. Distance. Bien important toujours d'ajouter les unités de mesure dans notre titre. Donc, centimètres ici. Je vais faire le zoom juste pour qu'on puisse voir un petit peu plus efficacement. Voilà, donc distance en centimètres. Je vais faire exactement la même chose au plan vertical. Donc, axe vertical. Voilà. Donc, on a le titre par défaut. Donc, on va aller changer ça. Donc, je vais mettre ici l'aire, tout simplement. Et donc, cette aire se mesure en centimètres carrés. Donc, si je veux mettre un exposant, je vais sélectionner ici. Je vais faire un clic droit sur ma sélection. On va voir qu'est-ce qu'on nous donne comme information. J'ai l'option police. En anglais, c'est font. Donc, l'option police en français. Et ici, donc, parmi les différentes options, donc, j'ai l'option, en anglais, on dit superscript. Donc, en français, exposant. Donc, voilà. Et j'aurai mon centimètre à la 2 qui apparaît. Donc, j'ai mes titres avec les unités. J'ai mon titre de graphique. J'ai également donc tous mes points. Il reste quelques éléments à ajouter à mon graphique, notamment donc d'ajuster les graduations, des barres d'erreur et la courbe de tendance également. Le quadrillage de mon graphique est correct. Donc c'est toujours bien important d'avoir, je vais reculer le zoom ici un petit peu, d'avoir dans le fond un quadrillage principal en X et en Y. Donc, un quadrillage qui suit les graduations principales en X, donc au plan horizontal et au plan vertical également. Donc, allons-y pour les graduations. Donc, bien important ici au niveau des graduations, ce que je vais faire, c'est qu'on constate, certains pourraient dire, ah, mon graphique est déjà correct, j'ai des graduations ici par bond de 5 en X, c'est bien, mais ça nous prend toujours des graduations secondaires. Donc, il n'y a pas de graduation entre 0 et 5. Et ça n'en prend. Donc, ce que je vais faire, tout simplement, je vais cliquer sur mon axe. Et là, je peux faire, dans le fond, un clic droit sur mon axe toujours. Et aller dans Format de l'axe. Je vais avoir ici une fenêtre qui apparaît. Généralement, elle apparaît à droite. J'ai décidé de la faire déplacer ici vers la gauche pour mieux la voir là, dans le tutoriel. Donc, j'ai plein d'options par rapport à ça. Une autre façon d'obtenir cette fenêtre-là. Donc, si vous allez, par exemple, dans Format, vous pouvez, dans le fond, je vais juste cliquer à l'extérieur ici, vous pouvez aller ici dans la section à gauche, aller sélectionner donc l'élément que vous voulez modifier. Donc, dans ce cas-là, nous, c'est l'axe horizontal. Et je peux faire en sorte de
changer le format de cette sélection-là, donc changer le format de l'axe. Et voyez que j'ai ma même fenêtre qui réapparaît. En ce qui concerne le format de l'axe, première des choses importantes, je l'ai mentionné tantôt, bien important d'avoir des graduations secondaires. Donc si vous allez en bas complètement, donc en anglais ici on a tick marks, donc en français ce serait peut-être les marques des graduations ou quelque chose comme ça. Donc on voit en ce moment qu'il n'y a pas de marque pour les graduations, autant pour la graduation principale que pour la graduation secondaire. Si on regarde pour la graduation principale, on peut l'ajouter par exemple à l'extérieur. Donc on voit qu'il y a des petites marques de rien du tout qui se sont rajoutées. Et ça va être encore plus apparent pour la graduation secondaire, donc à l'extérieur également. Donc là, on voit en ce moment, je vais juste fermer la fenêtre ici, que notre graduation apparaît. C'est une graduation par bond de 1 ici. Il y a une règle importante à respecter au niveau des sous-graduations. La plus petite graduation dans votre graphique, sur vos deux axes, doit être un multiple décimal de 1, 2 ou 5. Qu'est-ce que ça veut dire, ça, en français? Donc, un multiple décimal, c'est, dans le fond, si je prends par exemple 1, c'est 1 fois 10, 1 fois 100, 1 fois 1000, donc 1, 10, 100, 1000, etc. Et ça va aussi dans les nombres décimaux, donc 0,1, 0,01, ainsi de suite. Pour 2, ce serait 2, 20, 200, ainsi de suite, 0,2, 0,02, ainsi de suite. Et pour 5, vous comprenez le principe, donc 5, 50, 500, 0,5. Donc, je dois avoir dans ma case unité secondaire. Donc, le nombre qui est ici doit absolument être 1, 2 ou 5 par multiple de 10. Donc, là, en ce moment, c'est 1, ça fonctionne. Si j'avais par exemple eu le nombre 2, ça aurait fonctionné ici. 3, bien sûr que non. 4 non plus, parce que ce n'est pas un 1, un 2 ou un 5 par multiple de 10. Donc là, ça fonctionne ici pour mon axe des X. Allons voir maintenant au niveau de l'axe des Y. Donc, je vais cliquer sur l'axe, clic droit, format de l'axe. Donc, je vais aller ajouter tout de suite mes marques au niveau de mon axe ici. Je vais juste déplacer quelques secondes mon truc pour qu'on puisse bien voir. Voilà ici, on voit très bien les graduations. Allons vérifier que ma plus petite graduation est un multiple décimal de 1, 2 ou 5. C'est le cas. Donc, 10 est un multiple décimal de 1. Ça fonctionne. Je n'ai pas besoin de changer cette unité-là. Donc, voilà pour les graduations. Voilà pour le quadrillage. Maintenant, allons-y de la courbe de tendance. Donc, cette courbe de tendance, elle est pour illustrer la tendance principale de vos différents points, que suivent vos différents points dans votre graphique. Donc, pour l'ajouter, encore une fois, on va revenir ici à l'onglet Design et on va ajouter un élément à notre graphique qui est la courbe de tendance. Et on pourrait choisir tout de suite, dans le fond, avec les différents types de courbes. Moi, j'ai toujours, par principe, l'idée de toujours aller dans les options avancées pour aller choisir ça. Une autre façon que je pourrais ajouter ma courbe, c'est cliquer sur mes points ici, faire un clic droit. Et on voit également ici ajouter une courbe de tendance, Add Trend Line. Donc, voilà, je vais ajouter ma courbe. Et là, j'ai mes différentes options. Il s'agit toujours de trouver la courbe qui est la mieux adaptée au point. Évidemment, ici, on voit que là, ça suit une courbe de tendance parabolique. Donc, c'est une courbe de tendance polynomiale de deuxième degré. Et on voit à ce moment-là que les points suivent presque parfaitement la courbe de tendance. Bien important également, donc, d'ajouter au niveau de la courbe de tendance l'équation sur le graphique. L'équation est bien importante parce que souvent dans l'analyse, on a besoin des informations qui sont dans l'équation pour être en mesure d'évaluer ce qui se passe dans notre graphique. Donc, toujours important de faire apparaître l'équation, quelle qu'elle soit, sur le graphique. Donc, j'ai la courbe de tendance, j'ai l'équation, ma courbe de tendance, c'est réglé. Qu'en est-il maintenant des barres d'erreur? Les barres d'erreur sont des indications graphiques de l'incertitude que possèdent certaines de nos données. Si on revient ici à la feuille de calcul, on avait noté les incertitudes sur les données, donc l'incertitude de la distance, plus ou moins 1 cm, l'incertitude sur l'air,
qui était, elle, variable. Donc, je vais revenir ici à notre graphique. Et évidemment, si je veux ajouter plutôt des barres d'erreur, ben, je vais aller tout de suite, immédiatement, dans l'ajout d'éléments et je vais aller dans les barres d'erreur. Encore une fois, je préfère toujours fonctionner avec les options des barres d'erreur. Donc, voilà ici. Par défaut, je ne sais pas pourquoi, Excel commence toujours par les barres d'erreur verticales. Bon, c'est un choix qu'ils font. C'est pas vraiment grave dans notre cas. Donc, parmi mes différentes options que j'ai ici. Donc, nous, ce qu'on veut surtout, c'est faire en sorte que la valeur des barres d'erreur corresponde à l'incertitude. Rappelez-vous que dans le cas des données en Y, dans le cas de l'air, ce sont des valeurs qui changent constamment. Donc, évidemment, ce n'est pas une valeur fixe à plus ou moins 1. Donc, ce sont des valeurs qui sont personnalisées. Donc, vous avez l'option Custom, personnalisée ici. Et ce qu'on va faire, c'est spécifier les valeurs des différentes barres d'erreur. Donc, je vais aller appuyer ici sur spécifier les valeurs. Et là, dans le fond, ce qu'on va faire, c'est qu'on va revenir. Je vais juste recommencer ici. Je vais déplacer ma fenêtre juste pour pas qu'elle soit dans le chemin. Voilà. Et donc, je vais refaire spécifier les valeurs. Je vais revenir à ma première feuille de calcul ici. Et là, on nous dit donc quelle est la valeur, la barre d'erreur positive. Bien, ce sont les valeurs de l'incertitude. Donc, je vais aller sélectionner toutes les valeurs de mes incertitudes. Et je vais répéter exactement le même processus pour les valeurs négatives. Donc, le plus ou moins, bien, c'est plus ou moins la même valeur dans les deux cas. Oh, je vais juste enlever ici le plus 1 qui était là au départ. Donc, OK. Excellent. Et regardez bien ce qu'on va faire ici. On va aller voir ce que ça donne au plan des différentes valeurs de nos barres d'erreur. Je vais faire un zoom ici. On voit qu'au départ, les barres d'erreur sont très petites, pratiquement invisibles. On va régler ça dans quelques instants. Et là, ensuite, ça augmente un petit peu. Et au fur et à mesure qu'on avance, on se rend compte qu'à la fin, j'ai une barre d'erreur qui est plus grande, qui représente plus ou moins 5 unités, donc 5 cm², l'unité de l'air là, dans ce cas-là. Donc voilà pour les barres d'erreur verticales. Rappelez-vous qu'on n'avait pas défini quelles étaient les barres d'erreur horizontales. Donc je peux cliquer sur les barres d'erreur ou encore travailler à partir de formats, aller chercher, si je clique à l'extérieur ici, aller chercher les barres d'erreur en X et je peux aller faire, dans le fond, une édition des options de ces barres d'erreur. Si mes valeurs étaient variables, je pourrais refaire les barres d'erreur personnalisées et spécifier les valeurs. Mais dans le cas qui nous intéresse, la valeur, elle est fixe à plus ou moins 1 cm au niveau de la distance. Donc, tout simplement, je vais laisser cette option-là ici. Cette valeur-là avait été fixe, mais avec un autre nombre. Ben, j'aurais pu également, donc, avoir un nombre là, de, je ne sais pas moi, plus ou moins 0,5, peu importe. J'aurais simplement changé la valeur ici. Bon. En ce moment, c'est correct. Et voilà. Donc, si je regarde ça ici, j'ai mon graphique parfaitement exécuté qui correspond à toutes les consignes, les règles de présentation. J'ai un titre des axes, les graduations, la courbe de tendance avec l'équation, les barres d'erreur, tout est là. Ce qui me resterait à faire tout simplement, si je clique sur le pourtour du graphique, je pourrais tout simplement donc le copier. Si je fais un clic droit, théoriquement on peut faire ça, le copier. Et si j'allais dans Word par exemple, je pourrais le coller directement et avoir mon graphique à l'intérieur de mon rapport de laboratoire. Certains préféreront peut-être le faire imprimer directement à partir d'Excel, de sorte qu'ils puissent avoir donc un graphique pleine page. C'est possible de faire à partir d'Excel. Petit dernier détail, important celui-là pour la présentation. Je vous ai parlé tantôt que dans le cas de mes premières valeurs de barre d'erreur ici, on ne les voit pas parce qu'elles sont très petites et mon point contribue un peu à cacher ces choses-là. Deux choses que l'on peut faire. Je peux sélectionner ici mes points ou tout simplement à partir de la barre de défilement ici, je peux aller sélectionner la série 1 et aller travailler toujours dans le format de la sélection. Donc, si je vais dans mes options ici, je peux
aller dans le premier onglet ici où il y a un petit pot de peinture. Donc là, une ligne, on ne veut pas de ligne, nous. Dans le marqueur, là, j'ai plusieurs options ici au niveau de mon marqueur. Donc, j'ai vraiment plein de possibilités là, différentes. Option de marqueur, c'est ce que je veux. Donc, par défaut, ils nous ont assigné un point qui a une forme déterminée et qui est de grosseur 5. Je pourrais réduire la taille de ces points. Jusqu'à un minimum, je pense que c'est 2. Et ce qu'on constate ici, c'est que ces points-là, donc, sont un petit peu plus petits. Mais encore là, peut-être certains diraient « Ah, c'est pas suffisant ». Donc, à ce moment-là, ce que je peux faire, toujours au niveau de mes points ici, je vais juste les resélectionner. Donc, voilà. Donc, au niveau de mon marqueur, option du marqueur, je pourrais tout simplement décider d'enlever les points. Et à ce moment-là, qu'est-ce qu'on constate? C'est qu'il n'y a plus de points, mais dans le fond, la position des données est définie par le croisement des barres d'erreur. Donc, ça fait en sorte que l'on voit très clairement les barres d'erreur, même s'il n'y a pas de points, ce n'est pas grave. On voit bien dans le fond où est-ce que les barres d'erreur se croisent. Et de cette façon-là, donc je vois très bien les barres d'erreur, je vois très bien la courbe de tendance, donc tout est très très clair. Donc voilà pour ça. J'espère que ça conviendra dans le fond à toutes vos questions possibles et imaginables sur Excel version 2013. Rappelez-vous toujours qu'il est facile de travailler avec Excel si on utilise toujours les mêmes commandes. Donc, travailler avec le clic droit, travailler avec la petite barre ici pour aller sélectionner et ensuite travailler sur le format avec le bouton là, format de la sélection. Donc voilà, j'espère que c'est complet pour vous. Donc, bonne chance avec vos graphiques dans Excel.